Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom spéciale élection présidentielle Côte d'Ivoire. Et dans cette édition, nous traitons de la diversification économique et du développement agricole en Côte d'Ivoire. Et pour en discuter, nous avons avec nous sur ce plateau M. Mamadou Meïté, représentant de la candidate Henriette Lagou. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Nous avons également M. Mesma Komoé, représentant du candidat Awa Domelo. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci de nous avoir invités. C'est nous. Et nous avons M. Boubacar Koné, analyste politique. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Avant d'entamer la première partie de notre émission, nous allons suivre ce reportage sur la diversification économique et on se retrouve juste après pour en discuter. L'économie ivoirienne a longtemps reposé sur l'agriculture de rente, notamment le cacao et la noix de cajou, ce qui la rendait vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. En 2023, le secteur agricole représentait plus de 17% du PIB et employait plus de 40% de la population, soulignant son importance cruciale pour le pays. Face à cette dépendance, le gouvernement a mis en place une stratégie de diversification visant à renforcer la résilience économique nationale et à réduire la vulnérabilité du pays aux chocs externes. Le principal obstacle pour la diversification de l'économie ivoirienne, c'est des pesanteurs politiques qui ont fait que depuis longtemps, ce pays n'a misé que sur le cacao pour son développement économique. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser les atouts que possède ce pays, notamment une main-d'œuvre qualifiée, et utiliser les autres leviers, les autres atouts de l'économie ivoirienne, notamment les ressources minières et le pétrole que l'on vient de découvrir. Le pays appuie sa diversification sur 3 secteurs clés. L'agriculture industrielle produit 2,1 millions de tonnes de riz en 2023 et développe le caoutchouc et l'huile de palme. Le secteur minier s'étend avec un triplement des permis d'exploitation en 10 ans pour l'or, le lithium, le manganèse, le nickel et le coltan. Les services et le numérique connaissent une croissance rapide grâce à la modernisation des transports, à la digitalisation de la finance et au développement des télécommunications. Pour ce qui est des services, la Côte d'Ivoire a beaucoup d'atouts pour profiter de la bulle de l'économie numérique qui a ces derniers temps, qui fait que ce pays est, entre autres, locomotive de l'Afrique de l'Ouest et ça pourra devenir demain un modèle. Malgré des avancées, la dépendance aux matières premières et la nécessité d'investissement en formation, recherche, innovation et gouvernance freinent la transformation économique. Selon les experts, la diversification dépendra de réformes efficaces et de la surmontée de ces obstacles pour une économie stable et prospère. C'était le reportage sur la diversification économique lancé par la Côte d'Ivoire qui affiche un taux de croissance estimé à 6,2% en 2025 selon les données de la Banque mondiale. L'économie reste dominée par les services, notamment à 61,6%, suivi de l'industrie, 23,7% et de l'agriculture, 14,8%. Monsieur Mesma Komoé, quels sont aujourd'hui selon vous quelle appréhension faites-vous ou quelle est votre analyse sur justement la diversification économique? Est-ce que selon vous, elle tarde à se concrétiser dans le pays? Bien, merci madame. Je crois que le candidat Awa Domelo l'a vite compris et aujourd'hui, il propose à la Côte d'Ivoire de changer complètement de modèle économique pour que nous passions d'une économie des matières premières à ce qu'il appelait une économie grise. Mais avant même d'aborder ce problème-là, et cette question, je voudrais rappeler que le candidat Awa Domelo et nous regardons la question de façon holistique. On ne peut pas parler de questions de considération économique sans évoquer, n'est-ce pas, les valeurs de démocratie, les valeurs de souveraineté et les valeurs de panafricanisme. C'est un tout global et c'est sur ces piliers-là, n'est-ce pas, que tout ce qu'il y a comme approche, comme réforme économique va s'asseoir. Je voudrais, vous savez, à l'occasion de cette campagne, on écoute les uns et les autres. Et aujourd'hui, au niveau du vocabulaire politique, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des termes qui, malheureusement, ne devront plus avoir cours. Je veux dire, par exemple, que certains candidats ou représentants de candidats, vous les avez entendus, pendant la campagne auprès de certaines populations, leur dire que si jamais elles ne bénéficient pas des suffrages de ces populations-là, elles n'auront ni accès à l'eau potable, ni accès aux routes, ni accès aux différentes infrastructures, alors que dans un pays démocratique,
On ne gouverne pas pour son parti et par son parti. On gouverne pour le peuple. On apporte les infrastructures, non pas en fonction du suffrage recueilli dans la zone, mais on apporte les infrastructures en fonction des besoins exprimés dans la zone. Et il faut que ce changement-là puisse s'opérer pour que, effectivement, n'est-ce pas, la croissance économique, qui pour la Côte d'Ivoire est quand même soutenue à peu près 7% depuis les années 2011, que cette croissance économique-là puisse être bénéfique à l'ensemble des populations ivoiriennes, parce que c'est l'ensemble des populations ivoiriennes par leur travail. Même si aujourd'hui, il est vrai que beaucoup d'entreprises sont encore détenues par les multinationales, là, mais ce sont les impôts, ce sont les contribuables ivoiriens qui permettent d'engranger des ressources et ce sont ces ressources-là qui permettent de développer le pays. Il n'y a donc pas de raison qu'on restreigne le développement d'une zone au motif que cette zone-là n'a pas apporté son suffrage à telle ou telle personne. Monsieur Mamadou Meïté, représentant de la candidate Henriette Lagou, selon vous, la diversification économique semble-t-elle lente à se concrétiser? La diversification, où peut-elle prendre son originalité, toute son authenticité? Vous savez, tous les éléments de l'univers sont dans une dynamique, sont dans une cinétique, c'est-à-dire tout évolue. Et dès qu'on ne comprend pas la notion de la dynamique, de la cinétique, de l'évolution, on va rester statique. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. On est resté dans l'immobilisme. On ne diversifie pas l'économie. Même au sein d'un même secteur, d'une production, il n'y a pas de diversification. Or, la diversification apporte une très grande value. Ça résorbe le chômage et ça donne des débouchés multiples. Mais nous allons donner des exemples, nous allons faire des illustrations quand nous allons arriver dans le secteur agricole. Monsieur Boubacar Koné, les services pèsent plus de 60% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Comment s'assurer que cette croissance profite aux classes moyennes et aux zones rurales? Merci Kwasi. Vous savez que 60%, ça devait en principe pouvoir aider à la croissance. Eh bien, ça aide, bien entendu, de façon théorique. Mais nous savons également que certaines régions de la Côte d'Ivoire sont restées pauvres. Je vais parler de la région du Folon, la région de la Bagoué et aussi du Bokani. Quand bien même dans la zone de Katiola, il y a eu un mieux-être. Ceci pose le problème de la gouvernance ou de la répartition de la richesse. Alors, si elle est inégalement répartie, bien entendu, on a beau donner des chiffres, mais concrètement, il faut que la population le sente. Donc, elle ne sent pas vraiment cette dynamique, comme évoqué. Donc, il faut revoir la gouvernance. Il faut avoir une gouvernance plus humaine. Monsieur Mesmin Komoé, la transition numérique est également un pilier de la diversification. Quel impact concret observe-t-on sur la productivité nationale? Et à votre niveau, quels sont vos mécanismes proposés? Avant d'arriver à cela, vous avez demandé tout à l'heure, vous avez indiqué que les services représentaient 60% du PIB. Mais lorsque vous prenez l'ensemble de ces services-là, quelle est la part des entreprises locales, n'est-ce pas, dans ces 60% du PIB? Vous remarquerez avec nous que pratiquement toutes les sociétés de télécommunication sont des sociétés étrangères. Toutes les sociétés de communication sont des sociétés étrangères. Au niveau maritime, au niveau de notre port, au niveau de notre aéroport, la part, n'est-ce pas, des sociétés ivoiriennes, même aujourd'hui quand on prend les BTP, la part des sociétés ivoiriennes dans les différents marchés publics est la proportion véritablement congrue. Mais aujourd'hui, le monde est dynamique. Mon co-débatteur l'a dit, la vie est dynamique. Au niveau des télécommunications, surtout, les choses évoluent très vite. Nous sommes aujourd'hui à la 5G pratiquement. Nous savons que des investissements ont été faits en termes de construction de fibres, en termes de mise en place de pylônes, etc. etc. Mais aujourd'hui, il faudrait pour pouvoir booster
nous allons en parler tout à l'heure, pour pouvoir booster les entreprises locales, pour pouvoir les rendre davantage plus compétitives, il faudrait effectivement que ce secteur-là soit davantage plus boosté pour qu'en retour, elles puissent venir soutenir les entreprises locales dans le processus d'industrialisation massif que nous voudrions mettre en place. Monsieur Mamoudou, face à la dette et aux inégalités persistantes, la croissance actuelle est-elle inclusive selon vous et quelles sont vos forces de proposition? La croissance n'est pas inclusive et c'est ça qui fait vraiment le problème. Nous sommes dans un secteur, à partir de ce secteur-là, nous avons compris que la croissance n'est pas inclusive, les acquis sont défaits, les acquis sont détruits. La filière ANACAD avait joué un grand rôle économique dans notre pays. Quand le prix a été rémunérateur aux producteurs, ce sont les filières agricoles sont créateurs sont créatrices de beaucoup d'emplois. Autour d'une seule filière, ce sont des millions de personnes. En amont par rapport à la production. Maintenant, il y a un autre maillon, la commercialisation locale. Et cette commercialisation locale utilise des traders locaux, ça utilise des coopératives et la loi même permet aujourd'hui que des individus soient un maillon de la commercialisation locale. Et donc ça crée de l'emploi. Il y a les exportateurs et il y a les transformateurs. Mais malheureusement, n'utilisant pas les vrais champions, les brain trusts, il y a vraiment un problème. Cette filière aujourd'hui est en décroissance et en dégénérescence. Maintenant, vous avez parlé, je ne suis pas... Quelles sont vos forces de proposition? Nos forces de proposition, le troisième, je dirais même le deuxième pilier de notre candidate, la présidente Henriette Lagou, c'est la croissance, l'économie inclusive. Pour résorber le chômage, c'est très facile en Côte d'Ivoire. Pour résorber le chômage avec l'agriculture, les produits d'exportation. Les produits d'exportation résorbent suffisamment de chômage. Et maintenant, si on ajoute à cela les produits qui concourent à la sécurité alimentaire, mais il n'y aura plus de chômeurs. L'ANACAD avait changé la configuration urbanistique du Nord. Ce sont les gens même là qui construisaient des très belles maisons. Ça avait donné des moyens de locomotion à toute la jeunesse, des motos et des voitures. Ça avait enrichi la population et même ça avait réglé même le problème de l'emploi du genre. Donc en ayant les brain trusts, en prenant les ressources, la Côte d'Ivoire a suffisamment de ressources. Quand vous prenez les différentes tasses sur l'ANACAD, c'est 250 francs, presque 250 francs sur le kilo. Donc en un an, il y a un excès de tasses de 250 milliards. Un an seulement. C'est trop. Et ça me permet de répondre à votre question. Moi, je ne suis pas économiste. D'ailleurs, je n'aime pas m'introduire dans les sciences qui ne sont pas miennes. Mais cependant, j'ai fait un constat. J'ai fait un constat que la Côte d'Ivoire est beaucoup endettée. Cela n'est pas mauvais. Parce que l'économie, en aucun cas, ne peut prospérer sans financement. Mais il y a d'autres paradigmes qui viennent s'adjoindre à cet entraînement massif. C'est ce que j'appelle le détournement massif. Il y a beaucoup de détournements, les journaux en parlent, dans tous les secteurs. Et donc cela n'est pas bon pour une croissance. Et troisièmement, nous avons une dépréciation de la balance commerciale. Je ne suis pas économiste, je le dis, mais c'est des constats. Les produits qui entrent en Côte d'Ivoire sont très chers. Les produits, ce que la Côte d'Ivoire produit, qu'elle doit exporter, sont dévalués. Là où l'ANACAD doit être à 1000 francs, hein, 2000 $ la tonne, on fait à 425 et ce prix-là n'est même pas du tout respecté. Que proposez-vous? Mais comprenant ce mécanisme-là,
nous disons que nous donnons, au niveau des matières premières agricoles d'exportation, nous donnons donc la force aux interprofessions. Il ne convient pas à un État de venir fixer le prix dans une économie des matières premières, dans une économie dite libérale. Et donc, si les prix sont fixés, déjà c'est une grande value et ça permet non seulement aux producteurs d'être indépendants matériellement, financièrement, socialement, et ça injecte de l'argent dans la société. L'argent va circuler, elle va travailler, l'argent va travailler, il va travailler et il va circuler. Cette notion donc d'économie inclusive, c'est très important. Et il y a des excès de tasses, comme je l'ai dit, il y a une dépréciation de la balance commerciale. Monsieur Boubacar Koné, quelle place occupe le secteur privé ivoirien dans la stratégie de transformation structurelle du pays? Oui, il est très important de booster l'économie à partir du privé, parce que là, c'est la rentabilité, c'est la force du poignet. Ce n'est pas la bureaucratie où on attend, quel que soit bon an, mal an, des revenus. Au privé, c'est au résultat, c'est la performance. Et il est bon de booster l'économie à travers le privé parce que, vous savez bien, il faut diversifier notre économie. Et pour nous, diversifier, c'est prendre le pari. C'est prendre le pari sur la valeur ajoutée. Alors, ce qui est déjà établi peut être accompagné par le privé, par l'industrialisation, par la répartition. Donc le privé serait une des solutions pour booster notre économie. Messieurs, nous allons marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de notre émission qui va concerner l'exploitation et le développement agricole juste après la pub. De retour sur ce plateau pour entamer la deuxième partie de cette émission qui traite du développement agricole. Et nous avons un quatrième invité qui nous a rejoint, Sylvain Debailly, journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci Marcel, c'est moi qui vous remercie. Nos invités également, M. Mesma Komoé, représentant du candidat Wadon Melo. C'est ça. M. Mamoudou Meïté, représentant de la candidate Henriette Lagou. Et M. Boubacar Koné, analyste politique. Merci. Messieurs, l'agriculture emploie environ 45% de la population active, mais ne génère que 14,8% du produit intérieur brut. Cependant, le pays reste le premier producteur mondial de cacao avec 39% et d'anarcade avec 40%. Monsieur Mesme Komoé, comment faire pour que la transformation locale des produits agricoles devienne enfin une réalité économique? Cette politique rentre dans notre politique globale de transformation du modèle économique de la Côte d'Ivoire, à savoir passer de l'économie des matières premières à une économie dite de matières grises. Parce que si hier, on partait vendre nos matières premières à l'état brut, c'est parce qu'on n'avait malheureusement pas suffisamment de ressources humaines compétentes à pouvoir procéder à la transformation de ces différentes matières premières-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'ayant 3000 docteurs qui organisent des marches dans les rues pour revendiquer un emploi, on ne puisse pas capitaliser, n'est-ce pas, cette matière grise-là à l'effet de transformer nos produits. C'est pour cela que l'une des premières actions à mener lorsque le docteur Wadon Melo sera au pouvoir, c'est de changer même le statut, n'est-ce pas, du paysan. Changer le statut du paysan en faisant de lui un opérateur industriel, un entrepreneur industriel. Donc nous allons passer du statut de paysan au statut de fermier. Comme je l'ai dit, donc ça rentre dans ce cadre global-là, n'est-ce pas, de modernisation de notre économie. Ça rentre dans ce cadre global pour quitter, n'est-ce pas, ce secteur qui est entièrement du secteur primaire pour aller vers le tertiaire. Devenu donc opérateur industriel, devenu donc entrepreneur industriel, il pourra produire, conditionner, exporter lui-même ces produits, donc pour procéder également à la commercialisation. Donc toute cette chaîne de valeur créée va donc être une plus-value et les revenus des producteurs s'en trouvera donc améliorés. Monsieur Mamoudou Meïté, le pays vise 100% de cacao transformé localement d'ici 2030. Est-ce un objectif réaliste? Mais les prévisions
en termes de transformation ne sont jamais atteintes. Bien au contraire, ces prévisions sont en rétrogradation. Et c'est malheureux. Je prends le cas du cajou. Il était prévu une transformation de 35% du cajou en 2016 et 100% en 2020. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne devait plus avoir de noix brutes. Mais malheureusement, nous n'avons même pas encore atteint 35% en 2025. Vous voyez. Donc les chiffres sont avancés, mais dans la réalité, on régresse. La Côte d'Ivoire est une puissance agricole. Il faut la faire passer de la puissance agricole à une puissance agro-industrielle. Si l'économie de la Côte d'Ivoire reposait tout simplement sur les matières agricoles, la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin d'une autre économie. Et c'est pourquoi en son temps, le ministre Abdoulaye Sawadogo, ministre du président Félix Houphouët-Boigny, disait « Parler de l'agriculture de la Côte d'Ivoire, c'est parler de la Côte d'Ivoire tout court. Mais traiter du développement de l'agriculture de la Côte d'Ivoire, c'est traiter du développement de la Côte d'Ivoire tout entière. » Nous avons des produits que nous exportons. Et ces produits que nous avons exportés ont fait la gloire économique de la Côte d'Ivoire dans les années 70. Le binôme café-cacao. D'abord des indépendances, en 1962, la Côte d'Ivoire était déjà troisième producteur de café. Avec les deux, c'est ça qui a fait la Côte d'Ivoire. Elle a été encore une terre de migration. Parce qu'il y a une terre de peuplement sur plusieurs aires. Aires considérées comme géographie, territoire, et aires considérées comme avec période. Si nous passons là, donc le problème au niveau de cela, c'est que les pouvoirs veulent trouver les champions et les experts dans leur chapelle, exclusivement dans leur chapelle politique. Monsieur Komoé? Oui, sur la question de la transformation entière du cacao, bien cela est possible. Si Yawa Domelo est le président de la Côte d'Ivoire, peut-être même qu'avant l'horizon 2030, nous allons arriver à transformer les 2 millions de tonnes de cacao de Côte d'Ivoire en chocolat. Mais je l'ai dit, et c'est pour ça qu'il faut avoir cette approche holistique. Vous n'allez pas pouvoir le faire si malheureusement, vous êtes encore en concession avec ces multinationales qui sont chargées, n'est-ce pas, de la commercialisation de vos produits. La manne qui leur revient chaque année après commercialisation de ces produits-là, c'est autour de 6 000 milliards. Donc imaginez-vous, tant que vous n'allez pas avoir votre propre souveraineté, ben, ces multinationales ne vont pas vous laisser. En plus, c'est eux qui doivent vous apporter toute la technologie. Elles ne vont pas accepter, n'est-ce pas, d'avoir des concurrents. C'est pour ça que nous disons, nous avons la compétence interne, nous avons également les moyens de coopter des ressources pour pouvoir monter les différentes entreprises de transformation du cacao. Et il faut de façon souveraine y aller. Il n'y a que ça qui puisse garantir un mieux-être à nos paysans. Je vous invite à suivre cet élément de la rédaction et on se retrouve juste après sur la valorisation du secteur agricole et on se retrouve juste après. Vous voyez que dans ce pays, le producteur, l'agriculteur qui est coté, c'est celui qui produit, n'est-ce pas, tout ce qui est agriculture de rente, café, cacao, anacarde, EVA, etc. Mais lorsque vous venez et que vous dites, vous êtes producteur de tomates, vous êtes producteur d'aubergines, vous n'êtes pas considéré même comme un acteur économique. Il faut transformer cela. Il faut accorder une plus grande valeur, une plus grande place à la production vivrière. C'est à ce prix-là que nous pourrons renverser, n'est-ce pas, cette situation-là. Nous avons les terres qu'il faut. Nous avons l'eau qu'il faut. Nous avons des paysans qui connaissent cette technique. Il faut juste valoriser cette activité et il faut juste aider les jeunes à intégrer également cette activité. Aider les femmes à améliorer leurs prestations dans cette activité. Oui, à ce moment-là, nous aurons réussi notre défi. On est un pays qui peut produire et être autosuffisant en riz, par exemple. On se retrouve à importer plus de la moitié de notre consommation en riz. Si vous fiscalisez trop le secteur agricole, vous le freinez. Nous sommes un pays qui est en train de basculer d'un pays agricole à un pays urbain. On trouve plus d'Ivoiriens en ville aujourd'hui. Mais c'est le monde rural qui nourrit les villes.
Donc il faut favoriser ce monde rural-là. Le prendre en compte, mécaniser, développer de nouvelles filières agricoles, leur donner les intrants. Voilà comment on va avoir une agriculture beaucoup plus puissante et nous pouvons être une puissance agricole. C'était la réaction de la candidate Simone Yves Gbagbo et du candidat Jean-Louis Billon, justement sur la valorisation du secteur agricole. Monsieur Koné, les paysans, justement, restent exposés à la volatilité des prix mondiaux. Comment mieux les protéger? Pour mieux les protéger, comme on a dit, il faut industrialiser toutes les localités de production. Nous avons dans le nord l'anacade et les céréales. Il faut industrialiser cette zone en utilisant ces produits, ces matières premières et les vendre sous forme de produits finis, ou à la limite semi-finis. Nous avons le fer à Bangolo et l'or à Haïti. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut juste exporter? Il faut industrialiser, il faut créer des pôles économiques dans ces zones. Vous avez le caoutchouc à l'est, il faut les transformer. On a les pneumatiques, plein d'autres choses. Nous avons les produits tels que le pétrole et le gaz au sud. Il faut les transformer. Je veux dire, la transformation doit se faire à tous les niveaux et dans toutes les zones pour que les richesses soient reparties dans les zones de production. Mais si tout ceci n'est pas fait, si ça reste que des incantations, comme je le dis souvent, tout à l'heure, Mesme a dit qu'avec son candidat, on peut faire 100% de l'industrialisation, transformation, voilà, mais il ne dit pas toujours comment. Voilà. Et lui, il a dit, Mamoudou a dit tout à l'heure, que s'il s'agit de l'agriculture, on peut rester au niveau de l'agriculture. Alors que tout à l'heure, on a dit qu'il fallait diversifier. Notre économie ne doit pas être assujettie à des humeurs des acheteurs, aux aléas climatiques, plein d'autres choses. Je pense qu'il faut diversifier. Il faut diversifier, il faut créer des pôles économiques dans chaque zone. Sylvain Debailly, comment faire de la transformation locale des produits agricoles une réalité, selon vous? Oui, mais je pense que en la matière, il faut beaucoup plus de créativité. Et à l'occasion de cette élection présidentielle, cela se présente comme un défi. Et donc, on attend les candidats là-dessus parce que c'est connu que la Côte d'Ivoire est un pays agricole. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure que c'est le monde rural qui produit. Mais malheureusement, ce monde rural-là reste exposé à la pauvreté. Si le taux de pauvreté est désormais de 37% en Côte d'Ivoire, le monde rural est largement frappé. 54% de pauvres se trouvent dans ce monde rural-là. Donc il faut partir de là. Là où on produit, dans les zones de production, M. Koné a parlé tout à l'heure d'industrialisation, de spécialisation de certaines zones. Oui, j'en conviens. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, les différentes zones géographiques sont quand même un peu spécialisées. Quand vous allez au sud, vous avez le binôme café-cacao, un peu à l'ouest. Au nord, c'est les cultures comme l'anacarde, le coton, etc. Donc, il y a que dans ces différentes zones, il faut qu'il y ait les champions nationaux desquels on parle tant. Je pense qu'il faut les faire valoir dans le monde agricole. C'est-à-dire que aujourd'hui, il ne faut plus se limiter au niveau des villes. Il faut amener l'industrialisation au niveau des zones rurales. C'est vrai que quelque chose est en train d'être fait avec le PNIA, le Programme national d'investissement agricole. Oui, il y a des acquis, mais il faut aller beaucoup plus loin pour que le monde rural là puisse sortir de la pauvreté. Et donc, c'est là-bas que l'industrialisation va commencer. C'est de là-bas que la nourriture, enfin les produits ainsi transformés vont venir vers la ville et puis une autre partie est exportée. Mais cette agriculture, cette transformation doit être tournée surtout vers la consommation locale. D'abord, c'est-à-dire produire ce que nous consommons et ce que nous allons consommer, et puis après, exporter le surplus. Mais dans tous les cas, on parle de transformation, mais il faut tenir compte
de nos connexions, interconnexions. Quand je parle de connexion, c'est-à-dire que nous ne vivons pas en autarcie. Nous vivons dans un monde. Donc, même en économie, il y a ce qu'on appelle les spécialisations. Est-ce que dans la transformation, est-ce que nous avons des avantages comparatifs? C'est-à-dire que si nous transformons tout notre cacao, est-ce que cela nous fait gagner? Ou alors, si nous exportons, est-ce que c'est ce qui nous fait gagner? Je crois qu'il y a des choix stratégiques à faire. Et donc, à l'occasion de cette élection, on a vraiment envie d'entendre les candidats sur ces grands défis-là, sur tous les défis de la transformation. Parce que quand on prend le cacao, c'est vrai, il y a un début de transformation, mais cette transformation est pour le moment l'affaire, je dirais, c'est un peu artisanal pour le moment. Les transformateurs qui sont là, c'est des petites unités qui sont disséminées ici et là, et bon, mais qui ne peuvent pas vraiment transformer de façon à booster vraiment l'économie. Monsieur Mamoudou, voilà. Oui, Monsieur Koné, tout à l'heure en introduction, j'ai parlé de la notion de cinétique et de dynamique pour justifier la diversification. Deuxièmement, le but, nous sommes dans une émission économique, l'économie, la partie économie de l'agriculture. L'économie a pour but de créer les richesses. Donc si ça a pour but de créer les richesses, j'ai dit que là, les filières agricoles, l'agro-industrie suffirait à la Côte d'Ivoire de créer les richesses et permettre à la population d'avoir une richesse inclusive. Maintenant, je vais un peu rebondir sur mon frère le journaliste par rapport à sa préoccupation dilemmatique qu'il a soulevée. La transformation a toujours servi un pays parce que la transformation ça permet d'ajouter de la valeur. Ça, c'est deux. Deuxièmement, la transformation permet d'avoir des débouchés multiples. Donc, on n'est plus aliéné, voilà, à la partie. Mais nous avons une ouverture sur la multiplicité. Et troisièmement, l'industrialisation vient résorber le chômage. Beaucoup, ça résorbe beaucoup de chômage. Je vais rebondir. Nous restons statiques, ce n'est pas bon. Je vais rebondir sur l'exemple d'un pays par rapport à la NACAD. Dans les années 90, le Vietnam vendait ses noix brutes à l'Inde. Et l'Inde a fait une grande spéculation et la NACAD est restée dans la main en partie, puisque c'est des patriotes. Nous, on évoque les notions de patriotisme, mais on ne sait, on n'en connaît même pas la définition ou les définitions, les approches conceptionnelles. Mais ils ont refusé désormais de vendre les noix brutes. Et ils se sont lancés dans un processus de transformation. Et je voudrais aussi m'appliquer par rapport à ce que mon frère a dit. Les multinationales, je suis d'accord. Il y a des choses où les multinationales ne sont pratiquement pas. Si je prends le cas de la NACAD, il y a un refus politique. Il y a un refus politique. Il y a un refus politique. Les multinationales, très peu sont dedans, hein, à part, bon, au-là, mais quelques sont. C'est une volonté politique, c'est une volonté administrative hein, de refuser la transformation. Comme je l'ai dit, les régimes veulent trouver les champions et les experts dans leur chapelle. Merci, M. Meïté. M. Komoé, justement, les cultures vivrières restent sous-exploitées. Comment stimuler la sécurité alimentaire et tout en exportant? Oui, la question des cultures vivrières, effectivement, est une question importante parce que c'est ce qui est à la base de notre nutrition et on le constate malheureusement, la Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pans, n'est pas encore autosuffisant. Et c'est pour ça que dans notre politique, il y a un premier axe très important, à savoir apporter au niveau rural, n'est-ce pas, les infrastructures nécessaires pour que le paysan puisse sortir facilement ses cultures vivrières, pour que le paysan puisse les conditionner, parce que malheureusement, on n'a pas encore cette aptitude, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de déperditions. Au niveau des pistes villageoises, par exemple, nous avons recensé près de 200 000 km de pistes villageoises. Quand on parle de pistes villageoises, on veut agréger toutes les pistes qui conduisent du village aux plantations. Mais sur ces 200 000 km de pistes villageoises, malheureusement,
la majorité, pour ne pas dire les 99%, ne sont pas praticables en toute saison. Alors que, vous le savez, le docteur Awa Dom Melo a été inventeur, par exemple, d'un système de revêtement de chaussées qui peut permettre, n'est-ce pas, de rendre carrossable l'ensemble de ces pistes villageoises-là. Mais aujourd'hui, il y a un deuxième phénomène important parce que toute culture se fait sur une terre. Et la question du foncier rural est aujourd'hui devenue une question importante. Donc, il faut adresser également cette question-là. Il faut pouvoir sécuriser les terres rurales, puisque malheureusement, la loi de 98 qui a commencé son implémentation n'est pas arrivée à son terme, de sorte qu'aujourd'hui, vous avez à peine, n'est-ce pas, 6123 certificats fonciers produits qui ne représentent que 1,5% des superficies de terres cultivables. Il faut pouvoir aller, n'est-ce pas, à une sécurisation du foncier et faire en sorte que cette sécurisation du foncier, ce type de propriété que va détenir l'opérateur agricole, puisse également lui permettre d'être une garantie, n'est-ce pas, à pouvoir avoir un financement bancaire. Monsieur Koné, quelle stratégie pour la sécurité alimentaire pour le pays? Ben, il faut la qualité déjà. Il faut la qualité des produits. Qui parle de qualité, c'est des industries qui tournent autour de l'agriculture, les intrants, et puis, bien entendu, et puis il faut compter sur Dieu et la pluie, tout ce qu'il faut pour que nos produits puissent émerger. Et donc la sécurité alimentaire, il faut qu'on consomme aussi. Parce que si on doit compter sur l'autrui, sur l'extérieur, pour pouvoir exporter, ben, ça va fragiliser l'économie, surtout nos parents paysans. Sylvain Debailly, quel rôle pour vous le secteur agricole peut-il jouer dans la réduction du chômage dans le pays? Ah oui, le secteur agricole est pourvoyeur d'emplois. Il est pourvoyeur d'emplois en ce sens que c'est ici que nous avons la pénibilité du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de nos parents travaillent encore à la machette et à la daba. Donc, par exemple, une plus grande mécanisation de cette agriculture-là peut attirer beaucoup plus de jeunes dans ce secteur parce qu'on aura réduit la pénibilité et puis on aura ainsi donné les facteurs, boosté les facteurs d'une plus grande production. Parce que vous parliez tout à l'heure de sécurité alimentaire. Pour qu'il y ait de la sécurité alimentaire, il faut qu'il y ait de la nourriture disponible en grande quantité et en toute saison. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous prenez les zones de culture du riz, comme les zones du centre-ouest, un peu du sud et même au nord, autrefois on avait du riz pluvial, donc qui dépendait essentiellement des facteurs climatiques, de la pluie par exemple. Et donc, on ne pouvait que produire pour une saison. Alors qu'aujourd'hui, avec les variétés que nous avons, on peut produire sur l'année peut-être 3 fois ou même 4 fois. Et donc, quand vous donnez donc beaucoup plus de possibilités à ces jeunes-là, ils seront beaucoup plus nombreux à s'intéresser à cette agriculture-là. Et le faisant, il y a donc vraiment une bonne masse de jeunes qui échappent ainsi au chômage, soit dans la production, soit dans la mécanisation, soit dans la réalisation des rigoles, ou bien même des sillons, etc. Chacun peut se spécialiser, en tout cas dans ce secteur-là. Donc, il y a une bonne opportunité, il y a une grande opportunité dans la transformation agricole. Et les jeunes que nous avons ici en ville peuvent même se retrouver au village. Mais là, il faut pouvoir les organiser. Il faut une organisation à la fois administrative et puis sociale. Autrefois, il y avait les coopératives qui absorbaient beaucoup plus de jeunes. Il faut revenir aujourd'hui à ces choses-là qui peuvent encourager les jeunes, n'est-ce pas, à avoir l'amour de la terre, de la culture de la terre. Merci, voilà. Messieurs. Nous allons marquer une courte pause avant d'entamer la troisième partie de notre émission, juste après la pub. Retour sur ce plateau, nous entamons la troisième partie de notre émission qui traite du développement industriel de la Côte d'Ivoire. Avec l'industrie pesant 22,7% du PIB en 2024, M. Komoé, comment accélérer son expansion pour dépasser 25% dans les prochaines années, dans les 5 prochaines années?
Ben, si nous voulons avoir un développement effectif de la Côte d'Ivoire et un développement durable, il faut forcément aller à l'industrialisation. C'est la clé de voûte du développement lui-même. Et c'est pour ça que pour nous, il faut déjà être souverain, avoir la capacité de décider des différents secteurs dans lesquels nous allons pouvoir nous industrialiser. S'industrialiser également veut dire qu'il faut avoir un marché de consommateurs potentiels. C'est pour ça que vous verrez que nous sommes panafricanistes, parce que pour nous, il faut développer le marché local au niveau des différents pays africains pour que nous puissions accroître, n'est-ce pas, le marché de consommation. Mais pour arriver à ce développement, à ce grand niveau de développement, il y a des leviers nécessairement qu'il va falloir convoquer. Dans un premier temps, sans vouloir faire la course à la chasse aux sorcières à qui que ce soit, nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire doit pouvoir prendre une mesure courageuse pour que certains secteurs jugés stratégiques soient transférés à l'État ou à des agents économiques nationaux. Il s'agit de l'eau, il s'agit de l'électricité, parce que vous allez le comprendre, ces différents éléments vont rentrer dans le coût de facteur au niveau de l'industrie. Madame Kwasi, prenons un exemple, je ne vais pas dire banal, mais prenons un exemple factuel. Nous sommes à un mois de la rentrée scolaire. Certains manuels scolaires ne sont pas disponibles dans les librairies au motif que les éditeurs ne les ont pas encore envoyés. Renseignement pris, il semble que pour la plupart de ces manuels-là, ils sont encore sur le bateau. Mais pourquoi sont-ils sur le bateau? Parce qu'on ne les fabrique pas, on ne les produit pas en Côte d'Ivoire. L'industrie qui doit produire ces manuels-là est beaucoup plus compétitive lorsqu'elle se trouve à l'extérieur. De sorte que les éditeurs préfèrent aller éditer les manuels à l'extérieur et les transporter pour la commercialisation en Côte d'Ivoire. Alors qu'on peut, au niveau de la Côte d'Ivoire, créer des industries de production de ces manuels-là, agir sur les coûts de facteurs, réduire par exemple l'électricité, réduire pour ces différentes entreprises, n'est-ce pas, le carburant, etc., etc., détaxer, comme on le fait sur le livre, détaxer les produits entrant dans la fabrication du livre pour qu'on puisse avoir en Côte d'Ivoire des entreprises capables de produire des manuels scolaires à grande échelle. Ça va donner de l'emploi aux jeunes Ivoiriens et ça va résoudre les questions de retard dans l'obtention des différents manuels scolaires. Donc pour nous, l'industrialisation est la clé de voûte du développement de la Côte d'Ivoire. Monsieur Boubacar Koné, la production industrielle a enregistré une hausse d'environ 9,6% en juin 2025. Quels secteurs ont le plus contribué à cette dynamique selon vous? Je pense, après analyse, après avoir énuméré tout ce qui a été dit, je pense que c'est l'industrie du pétrole et du gaz qui ont plus de 60% dans la croissance, plus de 60% dans la croissance dans notre pays. Donc il faut renforcer. Mais il ne faut pas rester que sur ces produits pétroliers, il faut diversifier. Il y a aussi l'industrie agricole qu'il faut revoir, il faut faire la transformation énergétique pour passer au solaire, pour passer à la biomasse. Il y a tellement de secteurs qu'il faut visiter, qu'il faut revisiter. Il ne faut pas se contenter d'un seul secteur. Je crois qu'il faut multiplier l'industrie textile avec les céréales, avec le mil, avec le coton qu'on a dans le nord. Vraiment, il y a le secteur, le champ, il est immense. Donc, à charge pour nos candidats de voir stratégiquement tout ce qui peut être mis en place pour que le développement réel arrive dans les coins et les recoins de notre pays. Sylvain Debailly, avec près de 19,5% du produit intérieur brut en 2022, l'artisanat reste un pilier important de l'économie. Comment mieux l'intégrer à la stratégie industrielle nationale? Oui, je pense que le secteur de l'artisanat est un secteur porteur. Il n'y a qu'à aller juste à côté de nous, ici à Grand Bassam, et vous verrez ces artisans qu'on trouve au bord de la voie. Vous voyez qu'en matière de création, en matière de production, ils sont quand même à la pointe. Mais le problème, c'est quel est le marché? Et puis, quelles sont les aides qu'on leur apporte? Est-ce qu'il ne faut pas, à travers leur organisation qui est la Chambre nationale des métiers, par exemple,
Est-ce qu'il ne faut pas accroître les subventions à ce niveau-là? Parce que s'ils ont des outils de production, s'ils ont de la matière première, et si les autres facteurs de production, eux aussi, ils utilisent de l'électricité, si tous ces facteurs de production, s'ils ont un avantage, je pense qu'ils peuvent être beaucoup plus productifs. Et vous parliez tout à l'heure d'emploi. Et je pense que c'est un secteur qui peut attirer beaucoup plus de jeunes. Et puis, mais pour faire l'artisanat, c'est vrai, il y en a qui naissent avec leur talent, mais il y en a qu'on forme aussi dans les écoles, à partir des écoles de formation. C'est pour ça que j'admire un peu l'idée du gouvernement, qui est l'école de la deuxième chance. C'est-à-dire qu'on ne vient pas à l'artisanat parce qu'on a échoué ailleurs, mais on vient à l'artisanat, par exemple, parce qu'on a de la vocation. Quand vous voyez nos jeunes qui peuvent fabriquer des lits, des fauteuils, ici en Côte d'Ivoire, il y a par exemple les fauteuils de luxe. On n'en a pas localement, on est obligé de les importer. Si, à partir de cette observation-là, si une région peut par exemple se spécialiser dans la fabrication des fauteuils de luxe, ou bien même d'autres choses encore. La poterie à Katiola. Par exemple, vous comprenez. C'est des secteurs qu'on a beaucoup négligés, mais qui sont des secteurs très porteurs. Aujourd'hui, vous pouvez vendre un lit facilement à 200 000 francs quand il est bien fait, quand il va nécessairement attirer de la clientèle. Et il y aura forcément des preneurs. Mais en même temps, il faut, pendant que le niveau de vie s'accroît, il faut que la classe moyenne, qui est l'achèteura, la classe moyenne, qui est donc le marché aussi, il faut qu'on puisse, en tout cas, donner encore beaucoup plus de moyens à nos fonctionnaires, beaucoup plus de possibilités à nos fonctionnaires, qui sont les premiers clients de ces artisans-là. Vous comprenez? Donc, je crois que c'est un secteur qu'il faut prendre au sérieux. C'est pour ça que quand je parcours les programmes des candidats, il y a des initiatives, il y a certainement des initiatives, mais je pense qu'il faut mettre l'artisanat au cœur des priorités, parce que ça peut nous donner non seulement, il y a non seulement la plus-value qui est créée, mais ça peut aider à trouver des emplois à nos jeunes. Monsieur Meïté, l'agro-industrie concentre environ 73% de la valeur ajoutée manufacturière. Comment diversifier la base industrielle au-delà de ce secteur? Quelles sont vos stratégies? Mais ce secteur est tellement important, j'ai de quoi dire sur les autres secteurs industriels. Mais ce secteur-là, il est très important. C'est pourquoi j'ai tendance à m'attarder là-dessus. Vous avez parlé de la sécurité alimentaire. Et ça, il s'agit des produits que nous consommons. Et des études ont été menées, mais nous ne mettrons pas en marche ces études-là. Des études ont été menées il y a longtemps. La Côte d'Ivoire pourrait produire les vivriers, non seulement nourrir la Côte d'Ivoire et nourrir la sous-région ouest africaine. Et des études menées par des cabinets bien reconnus comme la BAD. Mais malheureusement, ce n'est pas mis en exécution. Il faut que nous fassions attention. Sinon, on risque de mourir de faim. Alors que là, il n'y a pas de raison. Pourquoi? La Côte d'Ivoire consomme des millions, plus de 2 millions de tonnes de riz. Et on a la possibilité de produire, de transformer, et on est dépendant d'importation. Donc, des familles prennent le monopole. Or, il y a une dynamique économétrique. Par exemple, cette année, il y a les deux grands pays de production du riz allaient rentrer en conflit. Probablement, peut-être même un conflit nucléaire, le Pakistan et l'Inde. Et ces pays-là sont éprouvés par la rigueur du climat. Bon, si ces pays-là n'arrivent plus à nous fournir, et eux-mêmes aussi ont une grande démographie, l'Inde avait interdit l'exportation du riz. Or, nous avons la possibilité. Donc, en encourageant cette production, non seulement ça va créer de la richesse, beaucoup de richesse, on va s'autosuffire. Prenez par exemple le riz, 1 kilo de riz en Côte d'Ivoire, 700, 750, alors que là, le coût de production, je n'en suis pas spécialiste, avec toute la technologisation, la scientifisation, la mécanisation de cette agriculture-là, ça ne va même pas dépasser 300. Que propose le GPP, M. Meïté? Mais c'est ça, le GPP paie
le développement inclusif. Non seulement ceux qui sont dans les chaînes des valeurs, au niveau des produits d'exportation, on va mettre à contribution toutes ces chaînes de valeurs. Et c'est assez rentable. Ça a montré des preuves, ça a démontré des preuves. Et maintenant, si on vient dans le vivrier, là, c'est pourquoi je disais que même on pouvait rester dans l'économie agro-industrielle. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas nous appliquer à d'autres économies. Il y a le développement des régions. Avec nous, ce sera un développement inclusif. Nous allons suivre justement cet élément de la rédaction et on se retrouve juste après. Ce 8 octobre 2025, le groupe Dangote Cement a officiellement lancé ses activités commerciales en Côte d'Ivoire, marquant une nouvelle étape dans le développement industriel du pays. Implanté à Tingé, en périphérie de la capitale économique à Abidjan, le lancement des activités de l'usine marque l'engagement du groupe Dangote à participer à la croissance économique du pays en proposant un projet de qualité conforme aux standards internationaux. Accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence, en lui apportant un produit de qualité supérieure, conforme aux standards internationaux, mais surtout accessible à tous les acteurs du marché, des grands constructeurs aux artisans du quotidien. Ce projet prévoit des retombées humaines et sociales importantes, notamment la création d'emplois directs et indirects, le développement des compétences locales et contribution à l'émergence d'un écosystème cimentier durable en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, de façon immédiate, ce projet est un projet qui envoie un emploi direct autour de 1000 personnes et en indirect autour de 2000. Donc il y a 3000 Ivoiriens en gros qui vont plus ou moins avoir de l'emploi. À côté de ça, le groupe gagne de l'expertise d'un groupe leader panafricain qui vient apporter de l'expertise dans des matériaux et dans des produits de durabilité qui vont aider à l'industrialisation et à renforcer l'économie. Ce lancement des activités commerciales de Dangote Cement en Côte d'Ivoire vise à répondre à une demande croissante en matériaux de construction avec une usine de 3 millions de tonnes de ciment par an à Tingé. C'était l'élément sur le lancement des activités commerciales de Dangote Cement en Côte d'Ivoire. Monsieur Komoé, justement, malgré les investissements dans les zones industrielles et infrastructures, quels freins logistiques dénote-t-on aujourd'hui? Oui, déjà au niveau de l'infrastructure, sachez que lorsqu'on va à l'industrialisation, la voie ferroviaire est la voie la plus indiquée, n'est-ce pas, en matière de transport des matières premières vers les zones industrielles ou de transport des produits finis vers les différents marchés. Malheureusement, le réseau de chemin de fer que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire date de l'indépendance. C'est le réseau qui relie Abidjan à Ouagadougou. Et depuis lors, nous n'avons plus construit de réseau de chemin de fer. C'est pour ça que pour nous, puisque nous allons créer de grands pôles industriels, n'est-ce pas, surtout aux villes frontalières au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut pouvoir relier ces différentes villes-là de nos différents ports par le chemin de fer. Les perles d'Ivoire. Les perles d'Ivoire. Donc il faut élargir notre réseau de chemin de fer. Il faut également, au niveau de notre port, créer un certain nombre de facilitations pour, n'est-ce pas, nos PME, PME, nos industries en général, pour qu'elles soient davantage plus compétitives. J'ai parlé tantôt des différents coûts de facteurs qu'il faut revoir. Créer des zones franches, créer des zones spéciales pour que les industries installées dans ces zones-là puissent bénéficier d'un certain nombre de facilités, d'un certain nombre d'avantages infrastructurels ou d'accompagnement technique de l'État à l'effet de les rendre beaucoup plus compétitifs. Monsieur Boubacar, de grands projets structurants sont en cours, notamment dans le transport et l'énergie. Comment garantir qu'ils profitent d'abord à l'industrialisation locale plutôt qu'à l'exportation brute? Comme on l'a dit tout à l'heure, on va faire des redites. Il faut les infrastructures, comme l'a dit Komoé tout à l'heure. Il faut pouvoir les déplacer, il faut pouvoir acheminer. Donc, plusieurs options. On a les chemins de fer, on a voies maritimes, etc., etc. Et il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut des pôles. Il faut des champions nationaux pour soutenir les champions locaux. Il faut dans chaque zone des champions qui soient comme des tuteurs, qui soient comme des coachs de ces différents champions en industrie.
il faut un financement pour les PME. C'est une faiblesse au niveau des infrastructures, on l'a dit tout à l'heure. Il faut les moyens et il faut une volonté politique. Donc ceci entraîne aussi la question de la bonne gouvernance, parce qu'on ne peut pas parler de bonne gouvernance sans parler de démocratie. Sans bonne gouvernance, il n'y a pas de démocratie, ce n'est qu'un mot. Et sans la démocratie, il n'y a pas de développement durable. Sylvain Debailly, l'industrie ivoirienne stagne autour de 22 à 23% du produit intérieur brut. Quelle réforme fiscale ou incitation pourrait attirer des industries à plus forte valeur ajoutée? Oui, aujourd'hui on est à 22%, mais il y a quelques années en arrière, on était à moins que ça. Donc c'est dire qu'il y a eu des progrès. Et je crois que avec les activités qui se modernisent, la part de l'industrie va aller croissant. Et vous me demandez les réformes fiscales qu'il faut. Je pense qu'il y a déjà quelques acquis. Quand vous consultez notre code des investissements, je pense qu'il y a de grands avantages qui sont accordés à ceux qui viennent investir. Notamment, il y a la zone d'Abidjan où il y a un certain nombre de faveurs, mais ceux qui veulent aller même au-delà d'Abidjan, ils sont encore beaucoup plus favorisés, c'est-à-dire dans les villes de l'intérieur. Et donc, il y a qu'au niveau de la fiscalité, il faut surtout s'arranger pour que ceux qui ont envie d'investir en Côte d'Ivoire ne ressentent pas cette pression fiscale dont on parle tant, parce que elle est un frein. On dit souvent trop d'impôts tue l'impôt, mais très souvent nous avons des contraintes parce que on définit des budgets qui sont peut-être trop élevés et qu'on doit absolument soit atteindre. Et donc, quand vous êtes dans un tel environnement, nécessairement, ce sont les industriels là, qui doivent apporter par leur contribution au budget. Et donc, il faut faire en sorte que la pression fiscale puisse baisser. Elle puisse baisser et qu'elle puisse encourager d'autres Ivoiriens, il a parlé tout à l'heure des champions nationaux, à pouvoir investir dans des secteurs clés. Quand vous voyez aujourd'hui, tout à l'heure vous avez présenté un élément, les Dangote, ben, ils sont accompagnés par leur pays. Et ici, il faut aussi arriver à cela. Nous avons aujourd'hui un début avec les Koné de Songui, avec les Diagou, etc. Je pense que c'est des exemples qu'il faut encourager. Mais en Côte d'Ivoire, notre problème, c'est au niveau de la fiscalité. Vous voyez, un jeune qui veut, par exemple, se lancer en entrepreneuriat, dès le premier moment où il s'installe, le lendemain, vous voyez le fisc à ses portes, alors qu'il n'a même pas encore fait du revenu, alors qu'il a encore même des charges à supporter. Je crois qu'il faut regarder beaucoup plus sur ces nouveaux investisseurs-là. Il faut leur donner des facilités pour qu'en grandissant, ils puissent apporter à l'assiette. C'est cela. Un additif, en quelques secondes avant de donner la parole à M. Sur la question, aujourd'hui, nous avons rencontré beaucoup de promoteurs de PME, PMI qui parlent de harcèlement fiscal. Et ça, il faut que très rapidement on le corrige parce que c'est complètement aberrant de prélever, par exemple, un impôt sur le chiffre d'affaires. Monsieur Mamoudou, quelle réforme fiscale ou incitation pourrait attirer des industries à plus forte valeur ajoutée? Dans mes précédentes interventions, j'ai dit qu'il y avait un excès de taxes. Voilà, il y avait la dette, ça, ce n'est pas un problème. Tous les pays sont endettés, y compris les USA. Mais il faut prendre cet argent-là pour créer la richesse, pour ajouter des grandes valeurs, afin que ça crée une économie inclusive. Tel est le schéma de notre candidate, la présidente Henriette Lago. On a parlé d'infrastructures. Les infrastructures, les infrastructures précèdent le développement. C'est un appui fondamental au développement. Notre président tient compte du réseau ferroviaire parce que ça réduit le coût. Ça réduit le coût des rivières. Elle a prévu un réseau ferroviaire qui quadrille le pays entre le sud-ouest et le sud-est, entre
le nord passant par l'ouest pour venir. Donc un réseau ferroviaire et ça va réduire, nous serons compétitifs. Il avait parlé effectivement des énergies. L'énergie, c'est très important. Il faut diversifier l'énergie. Nous avons plusieurs sources d'énergie. Et ça permettra de réduire les coûts de production. Merci, M. Mamoudou. Monsieur Komoé, l'activité industrielle reste concentrée autour d'Abidjan. Comment stimuler des pôles industriels dans les régions, notamment à l'intérieur du pays? C'est pour ça que nous avons parlé de création de zones économiques spéciales et de zones franches. Il faut, en tout état de cause, décongestionner Abidjan. Et pour qu'une industrie soit complètement autorisée ou ait l'envie d'aller s'installer dans une zone, il faudrait que cette industrie-là ait l'assurance de pouvoir avoir dans cette zone-là, n'est-ce pas, la main-d'œuvre nécessaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous saluons déjà la création des universités par zone et la spécialisation de ces universités. Il faut commencer à mettre à côté de ces universités des technopoles, pour qu'on puisse déjà avoir sur place, n'est-ce pas, cette pépinière-là de main-d'œuvre utile à ces différentes industries. Mais également, il faut pouvoir faire suivre les différentes infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on nous parle de routes, on en a construit, mais imaginez-vous, sur 80 000 km de routes qui existent en Côte d'Ivoire, il n'y a que 7 000 de bitumés, donc on n'est même pas encore à 10%. Il faut permettre que ces infrastructures-là facilitent l'installation, n'est-ce pas, de ces industries dans ces différentes zones que nous allons cibler et que nous allons spécialiser. Monsieur Boubacar, justement, quelle stratégie pour la création de pôles industriels dans les régions et à l'intérieur du pays? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut encourager les champions nationaux et ceux-ci vont aller pour aider, soutenir les champions sur place, les champions locaux, pour qu'il y ait une répartition des industries à travers la Côte d'Ivoire. Il y a deux pôles économiques essentiels en Côte d'Ivoire, c'est Abidjan et San Pedro. Mais en dehors de ces deux grandes zones de pôles économiques, le reste de la Côte d'Ivoire est dépourvu de pôles industriels majeurs. Donc ça doit être une préoccupation pour nos candidats, qu'ils soient ici ou ailleurs, d'y réfléchir, de trouver des stratégies pour qu'on ne soit pas obligé, pour rien qu'une petite matière, venir jusqu'à Abidjan ou à San Pedro pour les avoir. Il faudrait qu'on puisse les avoir à Tengrela, même à Kanakono, qu'on puisse les avoir à Odiéné, qu'on puisse les avoir à Meleki, à Bangourou. Mais vraiment, la Côte d'Ivoire est immense. Et la Côte d'Ivoire n'est pas seulement Abidjan et San Pedro. Il y a aussi des Ivoiriens ailleurs qui ont aussi besoin du développement. Oui, je peux ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. Sur l'élément que vous avez présenté tout à l'heure, Dangote. Dangote s'est installé à Tengué. À Tengué, c'est à la sortie de l'autoroute. Oui. Alors que nous avions déjà une autre cimenterie à la sortie par Agnama, nous avons même à Tracheville ici. Dangote aurait pu s'installer à Bangourou, ou bien même à Tengrela, pour servir les zones du Nord. Mais pourquoi Dangote s'installe à Abidjan? Peut-être que c'est un projet. Que le clinker qui rentre dans la production du ciment doit venir ici au port d'Abidjan d'abord, le transporter pour aller peut-être à Tengrela coûtera plus cher que le mettre tout près à Tengué. Donc vous voyez. Donc il y a tous ces paramètres. Il y a tous ces paramètres-là sur lesquels il faut travailler. Oui, Monsieur Meïté, pour terminer là-dessus, l'activité industrielle reste concentrée autour d'Abidjan. Comment stimuler la création de pôles industriels? La Côte d'Ivoire a beaucoup de potentialités. Il n'y a pas une zone en Côte d'Ivoire qui ne soit favorable à une spécificité économique. Ça n'existe pas. Et nous avons une diversité de développement économique à notre niveau. On a parlé déjà de l'agriculture, il y a beaucoup à dire, je ne reviendrai pas là-dessus. La diversité au niveau de l'économie de santé. On classe la santé au niveau du social, mais elle est économique. La santé est économique. Les gens venaient se soigner ici en Côte d'Ivoire. On avait les meilleurs médecins, les professeurs de médecine, les gens venaient se former. Mais aujourd'hui,
ces Maghrébins qui venaient se former, c'est nous qui allons là-bas pour aller nous former au niveau de la médecine aujourd'hui, et c'est nous qui allons nous soigner en Tunisie. Mais l'économie, la santé, on va offrir la santé aux nationaux. Là, il n'y a même pas de problème à cela, la santé pour tous. Et notre présidente, elle est ferme là-dessus. Mais cependant, nous allons développer une économie de santé, de sorte à faire revenir ce pôle économique sanitaire en Côte d'Ivoire. Et mieux, il y a ce que nous appelons l'économie de la santé écologique. Et là, ça va attirer les milliardaires. Nous avons près de 600 km de côte. Et l'eau est bonne de côte avec les fleuves ou les lagunes qui s'entremêlent. Bon, quand on émet des idées, les Ivoiriens ont tendance à vouloir les récupérer et les exécuter sans les règles de l'art, sans la méthode, sans les méthodologies. Et ça va attirer, et ça sera, quand on dit écologique, ça sera, les matériaux de construction seront écologiques, le transport, les voitures qui ne polluent pas, avec des énergies renouvelables. Donc ces personnes-là, non seulement auront la qualité du service sanitaire, auront la tranquillité, c'est plus poli, ils vont se reposer, c'est les milliardaires du monde qui vont venir. We have a lot of work to do. Oui, monsieur Boubacar. Je voulais dire, d'après votre question, ce n'est pas plutôt la migration des personnes du Maghreb pour se faire soigner ici, mais il faut plutôt parler de l'industrie pharmaceutique. Parce qu'aussi, avec tout ce qu'on a comme produit, on peut, avec votre technicité, et les médecins, il y en a en foison, comme l'a dit tout à l'heure Komoué, mais on peut aussi créer une industrie pharmaceutique. Bien sûr. Plus que d'attendre des médicaments ou des produits pharmaceutiques venant d'ailleurs. Ça fait partie de la santé. Excusez-moi, on n'a pas, c'est parce qu'on n'a pas le temps. En quelques Sinon, on allait secondes. parler de cette production pharmaceutique. La production, il y a des talents. Et puis, il faut adjoindre la médecine moderne à la médecine traditionnelle pour créer une administration performante et efficace, pour collaborer de manière conjointe, pour produire. L'Inde produit ses médicaments, la Chine produit ses médicaments. Pourquoi pas nous? Alors qu'il y a un savoir-faire scientifique, technique et technologique. C'est ici que s'achève cette émission. Monsieur Mamoudou Meïté, merci. Représentant de la candidate Henriette Lagou, merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Mesma Komoué, représentant du candidat Wadon Melo, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi. Monsieur Boubacar Koné, merci d'avoir été présent. Monsieur vous Sylvain Debailly, merci d'avoir été Oui, présent. merci Marcel, et puis merci aux représentants des candidats qui nous vendent leurs rêves et qui nous permettent de faire nos choix en toute liberté. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale de l'Africa Newsroom sur Africa 24. À bientôt pour une autre émission dans le cadre de la présidentielle en Côte d'Ivoire.